Vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez et vous nous entendez bien? Super, ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Parfait. Un grand merci. Le temps peut-être que les derniers arrivants nous rejoignent, on est déjà plus de 400 là, ça va vite. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous nous suivez, qu'on repère un peu les géographies de nos participants? Waouh! Bon, c'est très on voyage là, c'est super. J'ai vu qu'on était Ouais. aussi, suivis depuis la Martinique, c'est bien. Guyane. Guyane aussi, très bien. Parfait, La Réunion et puis tous les départements de France, j'ai l'impression. Parfait, bon, un grand merci. On va pas trop tarder, je pense, pour démarrer. On essaie d'être ponctuel et donc il est 11h00. Donc, je vous propose qu'on attaque donc cette webconférence sur la création de mon auto-entreprise, organisée par l'ADI avec l'URSSAF dans le cadre de notre campagne des rendez-vous de l'ADI, la semaine pour créer sa boîte. Et donc, on va passer une heure ensemble. Vous avez la possibilité donc d'utiliser le chat dans lequel vous êtes déjà bien actif pour poser vos questions au fil du temps. Alban et Agnès, donc, qui se présenteront après, vont alterner les prises de parole et donc auront la possibilité de vous répondre de façon alternée. Je pourrais aussi, moi, apporter un certain nombre de réponses puisque c'est un sujet que je connais un petit peu également. Essayez, si vous le pouvez, de poser plutôt des questions donc de compréhension ou de précision d'ordre général plutôt que des situations qui vous seraient personnelles ou en lien avec si vous êtes déjà immatriculé ou si vous vous projetez en lien avec votre situation personnelle parce que ça risque d'être compliqué pour nous pour y répondre. Et puis, on essaiera également en fin de conférence de vous transmettre un certain nombre de liens et d'informations et de revenir peut-être sur les questions qui auront été posées de façon un petit peu plus spécifique. On va faire une présentation qui va aller dans des éléments un petit peu, pas de détail, mais d'explication des grandes lignes et des grandes caractéristiques du régime de la micro-entreprise. Pour ce qui est de ce contexte ici, entre guillemets, en métropole, il y a des spécificités en termes en particulier de taux et de mode de calcul pour un certain nombre de composantes en termes du régime social qu'on pourra aussi présenter globalement. Hein, mais on vous donnera pour les participants d'outre-mer, parce qu'on a vu que vous étiez présents depuis la Guyane, la Réunion et semble-t-il aussi les Antilles, les liens qui vous permettront d'accéder de façon beaucoup plus spécifique et détaillée aux conditions de taux du régime tel qu'il s'applique dans les territoires outre-marins. Voilà, donc ça c'est pour les éléments un petit peu d'ordre général. Moi je vais me présenter en 2 secondes et vous expliquer un petit peu ce qu'il a dit. Je m'appelle Bruno Gauthier, je travaille au siège de l'ADI, j'ai des fonctions de direction, on va dire, du marketing. Donc je m'occupe de développer les offres et les services qui sont proposés aux entrepreneurs avec lesquels on travaille et qu'on accompagne. Et puis j'ai aussi une responsabilité d'essayer de contribuer au développement de notre activité, en particulier en tissant des partenariats avec des acteurs qui sont des acteurs de l'environnement des micro-entrepreneurs comme l'URSSAF. Donc, l'ADI est une association, hein, on a été créé maintenant il y a 35 ans par une dame qui s'appelle Maria Novak, vous avez peut-être pour certains entendu parler. C'est quelqu'un qui avait eu des expériences dans le secteur de la microfinance avec une personne comme Mohamed Younous qui a été prix Nobel d'économie et de la paix ces dernières années et qui donc a développé des systèmes qui permettent de donner accès au crédit à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et ici, en métropole et en outre-mer, l'enjeu pour nous est d'aider des personnes qui créent ou développent des micro-entreprises et qui ont besoin pour ça de pouvoir accéder au crédit. Voilà, on est une organisation à but non lucratif
qui essayons de faciliter l'accès au financement pour pouvoir s'épanouir comme entrepreneur. On est présent partout en métropole, dans quasiment tous les départements de France. Et quand on n'a pas une agence, une antenne fixe, on est présent via des systèmes de permanence sur l'ensemble du territoire. Plus de presque 400 permanences hebdomadaires ou bimensuelles organisées. On est présent dans l'intégralité ou la quasi-totalité des territoires et départements d'outre-mer. Et l'ADI est composé d'un corps social, entre guillemets, de nature, avec des salariés qui sont sur le terrain et qui, entre autres, accompagnent les personnes dans leur accès au crédit, et puis des bénévoles qui viennent plus sur des logiques d'accompagnement, de conseil et de coaching pour les entrepreneurs une fois leur activité démarrée. Voilà, et donc notre mission, ou la façon dont les choses se déclinent, c'est accorder donc, et donner accès au financement pour des gens qui veulent se lancer, associer à ces financements de la formation ou du conseil qui est octroyé de façon gratuite pour les personnes qui accèdent à nos services. Tout un travail donc en amont ou une fois les activités démarrées, sachant qu'ensuite on a un rôle en tant qu'association de plaidoyer pour faire la promotion en quelque sorte de la création de son propre emploi pour les personnes qui le souhaitent en termes d'accès à une situation professionnelle stable. Et donc on organise chaque année, 3 fois par an, une grande campagne et on démarre là donc ce matin notre campagne du mois de février et donc on inaugure en quelque sorte avec cette webconférence que nos partenaires de l'URSSAF ont bien voulu organiser avec nous. Je vais donc vous laisser la parole, Agnès, Alban, et puis en conclusion tout à l'heure, je redonnerai quelques éléments d'information sur comment accéder aux services de l'ADI, où nous trouver, mais pour le moment, le micro est à vous et je vous laisse le plateau en quelque sorte. Merci beaucoup, Bruno. Bon, écoutez, avec Alban, on va vous donner un certain nombre d'éléments d'ordre général, comme le disait Bruno. Encore une fois, pour tous ceux qui sont des départements ultramarins, on fera des toutes petites précisions, mais on vous mettra aussi en lien un diaporama spécifique parce que les grandes généralités sont les mêmes. En revanche, il y a pour les aides et pour les taux, il y a des applications assez différentes. Donc, ne vous concentrez pas trop sur cette partie-là. Vous les aurez sur un diaporama spécifique. Et puis, on va commencer en fait par vous représenter un petit peu ce qu'est l'URSSAF, parce que en général, on sait qu'on doit payer, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Il faut bien savoir qu'en France, on a un système de protection sociale qui est solidaire et qui nous permet d'obtenir un certain nombre de prestations, que ce soit pour la maladie, la retraite, la famille, tout ce qui est également quand on est salarié, l'assurance chômage, pour le handicap, etc. Il faut savoir aussi que quand vous êtes salarié, c'est votre employeur qui a les relations directes avec l'URSSAF. Une fois que vous devenez indépendant, c'est vous qui serez en contact avec nous, on va devenir votre partenaire direct et c'est surtout vous qui allez vous constituer votre propre protection sociale puisque vous serez les seuls à cotiser pour vous. Il n'y aura pas une partie de cotisation salariale, une partie de cotisation patronale comme on connaît quand on est salarié. Il y aura vos cotisations qui vous permettront d'avoir un certain nombre de prestations. Et une des missions principales de l'URSSAF, c'est de collecter l'ensemble de ces cotisations et de ces contributions sociales. Alors déjà pour les salariés du régime général, contrairement à ceux qui relèvent du monde agricole qui ont leur propre régime, mais également pour un très grand nombre d'indépendants
indépendants, et on y reviendra un petit peu. On va dire que dans la majorité des cas, et si vous êtes auto-entrepreneur, de toute façon, c'est l'URSSAF qui collectera, même s'il peut y avoir des petites différences, et surtout qui, une fois collecté, reverse l'ensemble de ces cotisations en moins de 5 heures aux organismes qui vont vous verser les prestations. Encore une fois, les principales qu'on connaît, hein, c'est la maladie, la retraite, mais c'est également tout ce qui est pour la famille, pour la formation professionnelle, pour des aides qui sont versées, une partie en tout cas pour les personnes handicapées, ou pour les aides sociales également versées par la CAF. Donc en fait, on va être là, vous l'avez vu, je vais revenir un peu comme l'a dit, on est présent sur tout le territoire et également dans les départements ultramarins. Et on va s'attacher à pouvoir vous aider le plus possible, vous accompagner, et à pouvoir, pour que vous puissiez avoir bien évidemment des prestations sociales. Alors, vous avez un site qui s'appelle « À quoi servent les cotisations ?» N'hésitez pas à aller les voir et à aller regarder un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on a un peu tendance, notamment par rapport à la maladie, à donner une carte vitale et à pas trop se rendre compte de comment ça se passe derrière. Pour autant, il y a énormément de choses qui sont prises en charge, et c'est ce système solidaire qui devient intéressant. Alors, parmi les autres missions que l'on a, on accompagne bien sûr les créateurs d'entreprises. On vous proposera des offres tout à l'heure assez spécifiques. Pour autant, c'est pas parce que ces offres de création d'entreprise s'arrêtent qu'on vous accompagne plus après. On va vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise à des moments différents des étapes du développement de votre entreprise. Et en tout cas, on sera toujours à vos côtés, un partenaire attentif. Bien évidemment, on a aussi une mission de contrôle pour garantir l'équité entre les acteurs économiques, et aussi pour faire de la prévention, pour bien vous sensibiliser qu'à partir du moment où vous allez cotiser, eh bien, il peut y avoir des dangers si certains avaient pour idée de ne pas tout déclarer, puisque vous avez des prestations sociales qui sont exactement les mêmes, quel que soit ce que vous gagnez et ce que vous payez comme cotisation. Mais, et c'est déjà le cas quand on est salarié, vous avez des prestations qui sont complètement liées à ce que vous allez payer, notamment pour tout ce qui est indemnité journalière maladie, maternité, ou bien évidemment pour la retraite également, d'où l'importance de bien respecter les déclarations et le paiement des cotisations pour pouvoir bénéficier des activités et des prestations. Alors après cette présentation générale, on va voir le sommaire rapidement et les points qu'on va aborder ensemble. Donc pendant cette heure, on va vous présenter vos interlocuteurs en protection sociale, puis on vous détaillera les conditions et principes de l'auto-entreprise, l'exonération partielle de l'ACRE en début d'activité, le calcul des cotisations et le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui sont une particularité pour l'auto-entrepreneur, et les déclarations, les modalités et les déclarations de paiement. Et puis, Agnès en a déjà un tout petit peu parlé, mais sur le thème de à quoi servent les cotisations, et bien là, on vous présentera les droits qui vont découler de ces cotisations, avec des focus sur la santé, sur la retraite, sur la famille, sur la formation. On verra ensuite les possibilités de sortie du dispositif, soit par manque d'activité ou arrêt d'activité, ou développement à l'inverse de l'entreprise. Et puis, on terminera sur nos services en ligne et 2 petits points sur l'action sociale et la mobilité internationale. En ce qui concerne vos interlocuteurs, vous allez avoir... alors, il faut savoir d'abord que depuis 2020, les indépendants et donc les auto-entrepreneurs ont été rattachés au régime général de la protection sociale. Donc, ce sont les organismes du régime général qui vont gérer leurs obligations et leurs droits. Alors, il faut savoir, là, distinguer 2 cas de figure différents concernant les interlocuteurs. Je ne sais pas si vous avez vu la page passer. Hop. Voilà. Donc, 2 cas de figure différents selon la nature de l'activité. Pour un auto-entrepreneur qui va avoir une activité commerciale, artisanale ou libérale non réglementée, eh bien, il y aura 3 interlocuteurs principaux. Le paiement des cotisations, les déclarations de chiffre d'affaires, pardon, et donc le paiement des cotisations sociales se feront exclusivement auprès de l'URSSAF sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr via un compte en ligne que vous allez créer ou sur l'application mobile.
Pour votre couverture maladie, eh bien, ce sera la caisse d'assurance maladie avec l'accès sur amélie.fr qui assurera votre couverture pour vous et vos ayants droit. Et puis pour la retraite, eh bien, même logique, ce sera la caisse de retraite des salariés, l'assurance retraite, qui sera en charge de la gestion de vos futurs droits de retraite. Le deuxième cas de figure, ça va concerner les activités qui vont dépendre de la caisse CIPAV. Donc pour les activités qui dépendent de la CIPAV, sur le site de la CIPAV, vous avez la liste de toutes ces activités, mais on peut citer les principales comme les ostéopathes, les psychologues, les guides conférenciers, les architectes. Eh bien, ça sera un peu différent. Pour vos cotisations, pas de changement. Toutes les cotisations seront à payer auprès de l'URSSAF. Pour la santé, c'est identique aussi. C'est l'assurance maladie qui va assurer votre couverture. En revanche, pour la retraite, eh bien, ce sera la caisse de la CIPAV qui sera en charge de vos futurs droits, c'est-à-dire relevé de carrière, validation du trimestre, estimation de retraite ou ouverture de vos droits. Alors, au niveau des conditions principales, il faut bien se rappeler que en fait, l'auto-entrepreneur ou le micro-entrepreneur, auto-entreprise, micro-entreprise, c'est la même chose. Pour autant, ça reste une entreprise individuelle juridiquement, c'est-à-dire que c'est une personne physique et c'est pour ça que votre entreprise sera à votre prénom et à votre nom, même si vous avez le droit d'avoir un nom commercial, mais c'est bien une entreprise individuelle, avec la particularité d'être rattaché au régime fiscal de la micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un package et on n'a pas d'option possible. C'est comme ça. Il faudra d'ailleurs, on y reviendra un petit peu, mais il faudra d'ailleurs que cette entreprise individuelle, depuis mai 2022 maintenant, pour ceux qui auraient peut-être eu déjà une auto-entreprise, il faudra maintenant mentionner sur tous vos documents, vos devis, vos factures, vos conditions générales de vente, vos documents de communication, votre site internet et le compte bancaire, il faudra préciser cette mention EI pour entrepreneur individuel avant ou après votre prénom. Il y a 4 grands principes en fait dans l'auto-entreprise. On va raisonner en chiffre d'affaires avec des montants de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour une année civile complète. Alors, pour ceux qui font de la vente ou de la fabrication et de la vente, c'est 188 700 € pour une année civile complète. Ça veut dire que si vous commencez en cours d'année, on commence à être déjà en cours d'année puisqu'on est début février, eh bien, comme vous pouvez le voir en dessous, on a fait un petit exemple puisque le chiffre d'affaires sera proratisé en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Donc, une année civile complète, 188 700 €. Si vous commencez en cours d'année, eh bien, ce sera un petit peu moins. Ça, c'est pour la vente, la fabrication et la vente. Pour les autres activités, que ce soit des prestations de services en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, ou en BNC, en bénéfices non commerciaux, ou pour les professions libérales qui sont également en bénéfices non commerciaux. Là, on est sur un chiffre d'affaires de 77 700 € à ne pas dépasser dans l'année civile. Pour autant, on peut très bien avoir 2 activités, une qui dépend de la vente et une qui dépend des prestations de services ou des activités libérales. Dans ce cas, il ne faudra pas dépasser les 188 700 € de chiffre d'affaires globalement, dont 77 700 pour la partie activité libérale ou prestation de services en BIC ou en BNC. Ensuite, on sera en franchise de TVA. La franchise de TVA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas facturer dans un premier temps la TVA à vos clients, mais vous ne la récupérerez pas non plus sur les achats que vous allez faire. Et cela jusqu'à certains seuils. Alors, il y a des seuils qui, si vous les dépassez dans l'année, eh ben, vous facturerez de la TVA tout de suite. C'est-à-dire que ça sera 93 500 € cette année si vous êtes dans la vente et ce sera 41 250 € si vous êtes dans les prestations de services ou les activités libérales. Si je dépasse ça, au cours de ma première année d'activité, je dois, à partir du moment où je le dépasse, déclarer de la TVA à mes clients. Mais je pourrais en même temps, si je fais des achats professionnels, récupérer la TVA. Ça, c'est la TVA déductible. Et ce que je reverserai aux impôts, ce sera le résultat entre la TVA collectée et la TVA déductible. Pour cela, quand vous voyez que vous allez dépasser les montants, eh bien, il faudra demander aux impôts, au service des impôts des entreprises, un numéro de TVA intracommunautaire qui vous permettra donc de déclarer cette TVA.
Et puis, il y a une tolérance pour l'année, on va dire, si vous êtes entre 85 000 euros et 93 500 euros, sans les dépasser, ou si vous êtes entre 37 500 et 41 250 euros, eh bien, entre ces deux chiffres d'affaires, vous pourrez continuer à ne pas facturer de TVA jusqu'à la fin de l'année, mais dès le 1er janvier de l'année prochaine, 2026 en l'occurrence, si vous créez en 2025, il faudra facturer de la TVA. Donc, tant que vous ne dépassez pas ces montants, vous ne facturez pas de TVA. Dès que vous les dépassez, soit dans l'année, soit pour l'année suivante, vous facturerez de la TVA. En sachant que pour certains d'entre vous, s'il est plus intéressant de pouvoir facturer et récupérer de la TVA sur les achats dès le départ, il est possible aujourd'hui de demander aux impôts à ne pas bénéficier de cette franchise de TVA et donc à facturer de la TVA dès le départ à vos clients. Deux derniers principes, on ne déduit aucune charge, rien du tout. Tout ce qu'on va acheter, on le fera comme quand on est un particulier en fait. La seule chose, c'est que si à un moment donné, vous n'êtes plus en franchise de TVA, vous pourrez au moins récupérer la TVA sur les achats que vous ferez et on n'amortit pas le matériel non plus. Alors, une fois qu'on a tout préparé, parce qu'encore une fois, cette auto-entreprise, c'est vraiment une entreprise. Donc, même si elle va être plus simple une fois que vous allez la créer et que la gestion sera très, très simplifiée, en amont, il faut la préparer comme n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire tout faire. Une étude de marché, un prévisionnel, déterminer vos prix de vente, bien déterminer votre cible, regarder comment vous allez faire votre communication. Enfin, il faut vraiment prendre du temps et pas se précipiter. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné pour prendre les meilleures options. Et une fois qu'on a préparé tout cela, eh bien, il va falloir immatriculer cette auto-entreprise pour que l'ensemble des organismes qui doivent connaître la création de votre entreprise soient prévenus. Et cela, vous allez le faire sur le site du guichet unique qui est géré par l'INPI. Pour pouvoir justement déclarer l'activité, vos coordonnées, etc., un certain nombre d'informations sur cette activité pour que cela puisse être validé et que vous puissiez et que les informations soient transmises à l'ensemble des organismes. Vous serez également inscrit dans un registre national des entreprises puisque ce guichet unique de l'INPI est relativement récent. Hein, on commence la deuxième année, enfin la troisième si on prend en 2023, 2024 et donc on rentre dans la troisième année. Il y a eu la création aussi d'un nouveau registre. Alors pour ceux qui connaissaient peut-être le répertoire des métiers, il a disparu et maintenant, quelle que soit l'activité d'entreprise, toutes les entreprises seront intégrées dans ce registre national des entreprises. Pour ceux qui dépendront de la chambre de métier ou de la chambre de commerce, et dès la deuxième année, si vous avez fait plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires, vous aurez des petites taxes de chambre consulaire, donc ces fameuses chambres de métier ou chambres de commerce, à rajouter. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez simplement votre chiffre d'affaires hors taxe à déclarer à l'URSSAF et on calculera toutes les options que vous aurez prises ou les taxes que vous devez payer par-dessus. Ce sont des taxes assez réduites hein, puisque le maximum pour la chambre de métier, c'est 0,48 et pour la chambre de commerce, c'est 0,044. Donc, on est vraiment dans des toutes petites taxes. Mais c'est vrai que dans la détermination de votre prix de vente, c'est aussi intégré parce que ce n'est pas parce que vous avez des aides au départ que vous allez payer moins ou qu'il y a des taxes que vous n'allez pas payer dès le départ qu'il ne faut pas les intégrer. Ça vous permet de vous faire un petit peu de trésorerie. Ensuite, il y a bien évidemment certaines activités qui sont soumises à qualification pour pouvoir la déclarer. Alors, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas besoin vraiment d'avoir une expérience, un diplôme, etc., etc. C'est simplement que pour certaines d'entre elles, c'est vraiment au moment de l'immatriculation à l'INPI et notamment pour celles qui relèvent de la chambre de métier, dans le bâtiment, dans la coiffure, l'esthétique, si quelqu'un veut être taxi, VTC, etc. Où là, c'est vraiment la chambre de métier qui va donner le go pour que vous puissiez exercer cette activité-là. Donc, il faudra transmettre les justificatifs lors de votre immatriculation auprès du guichet unique de l'INPI. Et puis, il y aura aussi les assurances. Alors, tous ceux qui sont dans le bâtiment, en général, connaissent bien cette assurance, la décennale. Donc, ça, c'est vraiment une obligation. Pour les autres, il y aura la responsabilité civile professionnelle. Pour certains métiers, tout à fait obligatoire,
pour d'autres très fortement recommandé. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous renseigner, à faire plusieurs devis pour pouvoir avoir ces responsabilités civiles professionnelles qui, dans le cas d'un litige, eh bien, prendront le relais et vous aurez également une aide juridique. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ça et c'est vraiment pas une option, d'autant plus que lorsque vous travaillez pour des particuliers, il faudra aussi nommer un médiateur de la consommation. Pourquoi? Quand vous avez un litige, on est bien d'accord, le mieux, c'est vraiment de régler ça entre votre client et vous-même. Ça va plus vite, ça coûte moins cher. Si vraiment il y a un blocage et que vous n'y arrivez pas, eh bien, ce médiateur de la consommation, ça va être un peu une deuxième tentative de règlement à l'amiable, mais avec une troisième personne. Donc, ces médiateurs, ils sont référencés par les pouvoirs publics. Vous aurez le lien derrière celui qui est actif là sur la diapositive. N'hésitez pas, pour ceux qui font partie d'activités ou de secteurs d'activité qui ont des fédérations, des organisations professionnelles assez importantes, de les contacter pour voir s'il n'y a pas eu de négociation avec des médiateurs pour pouvoir payer un petit peu moins cher que lorsque vous êtes tout seul à le gérer. Donc ça, c'est vraiment l'entre-deux. Et si malheureusement, ce règlement à l'amiable n'arrive pas à aboutir, eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez vous retourner vers votre responsabilité civile professionnelle. Pareil en conseil. Alors, le médiateur de la consommation, c'est vraiment une obligation. Donc, ce n'est pas je prends pas, c'est je prends obligatoirement. Et en plus, je devrais le mentionner de telle manière que mes clients puissent le voir. C'est-à-dire soit sur vos conditions générales de vente, soit sur votre site Internet, soit sur vos factures. Ensuite, je l'ai dit, je ne vais pas y revenir dessus, cette mention de entrepreneur individuel, la mention EI sur tous les documents, ça sera vraiment important aussi à mettre. Et puis, le compte bancaire. Alors, si on prend stricto sensu la réglementation, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire à partir du moment où pendant 2 années civiles consécutives, vous ne faites pas au moins chaque année plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Là aussi, le conseil, et je pense que c'est le conseil de toutes les structures d'accompagnement, on va tous vous dire, séparez bien votre vie perso de votre vie professionnelle. Quand vous allez faire un peu de gestion dans votre entreprise, ça sera beaucoup plus facile d'avoir que du professionnel et de ne pas aller chercher au milieu de sa vie perso quelle est la facture qui relève vraiment du professionnel. Donc, on vous conseille également, si vous le pouvez, de prendre un compte professionnel, d'autant plus que vous êtes mieux protégé et que depuis cette loi de 2022, vous êtes obligé de rajouter la mention EI. Beaucoup de banques ont développé des offres intéressantes qui, pour certaines, sont même moins chères qu'un compte perso. Donc, n'hésitez pas à contacter votre banque et 2 ou 3 banques pour faire des devis. C'est toujours pareil, hein. Les banques, les assurances, etc. On fait 2 ou 3 devis pour voir qu'est-ce qui va être le plus adapté, en tout cas, à ce que l'on souhaite comme partenariat avec ces organismes-là. Alors, toujours dans les grands principes, là, on va aborder le calcul et le paiement des cotisations. Le calcul et le paiement des cotisations pour les auto-entrepreneurs sera basé sur le chiffre d'affaires, ce qui me permet de préciser certaines questions qui ont été posées dans le chat. Le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui rentre dans la caisse de l'entreprise sans aucune déduction, puisque un auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, mais au régime fiscal de la micro, donc sans comptabilité réelle et donc sans possibilité de déduire les dépenses, les charges et les dépenses liées à l'activité. Donc, chaque mois ou chaque trimestre, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et un pourcentage forfaitaire sera appliqué à ce chiffre d'affaires selon la nature de l'activité. On va le détailler dans un tableau juste après. C'est donc un forfait social qui va comprendre les cotisations et les contributions obligatoires, dont l'assurance maladie maternité, les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire et la CSG-CRDS, auquel va s'ajouter une contribution. Alors, c'est un montant très faible sur la nature d'activité, mais il s'ajoutera d'ailleurs automatiquement lors de vos déclarations en ligne pour la formation professionnelle, 0,10% pour les commerçants, 0,20% pour les professions libérales et 0,30% pour les artisans. Alors, ne vous inquiétez pas, on va vous présenter ça sur un tableau juste après où vous aurez les montants exacts. Pour terminer avec les grands principes, il y a aussi la possibilité, mais c'est une option, d'opter donc pour le versement libératoire de l'impôt. Le versement libératoire de l'impôt, c'est
pouvoir payer l'impôt sur le revenu directement sur le chiffre d'affaires auprès d'URSSAF et nous allons reverser cet impôt au centre des impôts, donc payer ses cotisations sociales et son impôt en même temps. Donc, c'est une option de simplicité, mais attention, il faut savoir que pour être éligible, il faut ne pas dépasser un certain seuil de revenus. Donc, il ne faut pas dépasser 28 797 € de revenus par part de quotient familial. Donc, ça va dépendre de votre situation familiale, si vous êtes marié, si vous avez des enfants à charge. Donc, il faut connaître ce calcul pour savoir si vous êtes éligible ou pas. On vous invite, pour savoir si le versement libératoire de l'impôt est intéressant pour vous ou pas, de faire vraiment des simulations sur le site impôt.gouv.fr. Ne pas le prendre, on va dire, au hasard, parce qu'on va vous poser la question lors de l'immatriculation au moment du guichet unique. Donc, soit vous avez fait vos simulations, vous savez, par exemple, que c'est intéressant pour vous, vous le prenez. Sinon, ne le prenez pas d'office. Réfléchissez déjà peut-être un an et faites des simulations avant de le prendre. Le dernier point, c'est le paiement de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Alors, pour les auto-entrepreneurs, la CFE n'est due qu'à partir de la 2e année civile. Bon, là, on est en début d'année, mais pour une personne qui va s'inscrire en novembre-décembre, eh bien, il serait redevable de la CFE dès le mois de janvier. Donc, selon l'année civile, on est exonéré la première année. Donc, si on démarre en 2025, on est exonéré en 2025, on sera redevable de la CFE à partir de 2026. Et puis ensuite, il y aura quand même des possibilités de rester exonéré si on ne dépasse pas 5 000 € de chiffre d'affaires, ça c'est le premier point. Et puis, on vous a mis un lien sur le service public parce qu'il y a d'autres exonérations possibles, particulièrement selon la nature de l'activité. Alors, au niveau de l'ACRE, l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, que quelquefois on a tendance à confondre avec l'ARE, les allocations de retour à l'emploi, ou l'ARS côté France Travail. Donc, l'ACRE, c'est bien une aide à la création, à la reprise d'entreprise qui, pour les auto-entrepreneurs, doit encore être formulée. Vous avez d'ailleurs sur notre page d'accueil du site auto-entrepreneur.ursaf.fr, tout à fait en bas de la page d'accueil, une rubrique qui s'appelle « Demandez l'ACRE » où là, vous retrouverez le formulaire à compléter et en dessous, le lien pour pouvoir nous l'envoyer avec les pièces justificatives demandées. Pour les auto-entrepreneurs spécifiquement, l'ACRE, vous devez faire partie d'un certain profil de personnes. On va dire que les principaux profils, ce sont les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non indemnisés, mais inscrits au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, ou les personnes de moins de 26 ans, les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées, les personnes qui sont bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, ou habitant un quartier prioritaire de la ville, ou encore bénéficiant de la prépare, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc voilà, si vous faites partie de l'un de ces profils, vous allez pouvoir bénéficier de l'ACRE, qui sera un taux réduit de cotisation de 50% pendant 3 trimestres complets, plus le trimestre en cours de la création. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu parler du fait de dire il vaut mieux commencer en début de trimestre pour pouvoir en bénéficier pendant une année complète. Si je commence en janvier, en avril, en juillet ou en octobre, eh bien, je vais l'avoir pendant 1 an. Si je commence en mars, en juin, en septembre ou en décembre, qui sont les derniers mois de chacun de nos trimestres, eh bien, je ne l'aurai plus que pendant 9 mois. Alors, bien évidemment, si c'est au mois de mars que vous devez créer parce que vous avez des clients qui sont là, parce que vous devez répondre à un appel à projet ou que vous avez un contrat de sous-traitance à signer, on ne se pose pas ce genre de questions. En revanche, s'il n'y a aucun client à l'horizon, on va dire, on va attendre plutôt le début d'un trimestre, encore une fois, pour bénéficier de cette aide. Pour en bénéficier également, il ne faudra pas l'avoir eu une fois précédente depuis au moins 3 ans depuis la fin de l'ACRE précédent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à regarder si vous avez déjà eu une auto-entreprise et que vous avez déjà bénéficié de l'ACRE. Et puis, il faudra ne pas reprendre, si vous avez déjà eu une activité, reprendre une activité identique avant au moins une année civile complète. Je prends un exemple, je crée une activité de peinture, par exemple, en 2025. Je me dis, bon, finalement, ce n'était pas le moment, j'ai préféré partir, trouver un autre job, etc. Début 2026, je me dis, bon, allez, j'arrête. Et puis, je me dis, ah ben finalement, je vais la recréer. Je suis toujours
dans la possibilité de bénéficier de l'ACRE, donc parce que je suis toujours demandeur d'emploi ou j'ai toujours moins de 26 ans, etc., eh bien, pour pouvoir en rebénéficier, il faudra vraiment déjà que pour reprendre cette activité, il faut qu'il y ait une année civile complète. Alors, il y aura les 3 ans, mais il y aura aussi le fait que, par exemple, si j'arrête début 2026, on laissera passer toute l'année 2026, on laissera passer l'année 2027 en entier et vous ne pourrez en rebénéficier qu'à partir de janvier 2028. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours la recréer, mais vous ne bénéficierez pas forcément de l'ACRE à chaque fois. Et pour ceux qui sont dans les territoires ultramarins, vous ne bénéficiez pas de l'ACRE parce que vous avez d'autres aides qui sont mises en place dès le départ. Donc, vous n'avez pas à demander l'ACRE. Ce sont des aides qui se mettent en place automatiquement. Alors, qu'est-ce que ça donne avec l'ACRE, les taux de cotisation ? Selon votre activité, bien sûr, ça va être différent. Donc, si vous êtes dans de la vente ou de la fabrication et de la vente, on sera à 6,20% du chiffre d'affaires encaissé. Et là encore, c'est un avantage pour les auto-entrepreneurs, c'est que si vous facturez et que vous n'êtes payé, par exemple, que 60 jours plus tard, eh ben, vous attendez d'avoir encaissé l'argent pour le déclarer et payer vos cotisations. Ça vous évite de faire l'avance du paiement des cotisations et ça préserve comme ça votre trésorerie. Il y avait eu une question d'ailleurs tout à l'heure sur ce sujet-là. Quand vous êtes en prestation de services, en bénéfices industriels et commerciaux, notamment des prestations de services artisanales ou commerciales, eh bien là, vous serez à 10,60% du chiffre d'affaires encaissé. Si vous êtes dans les autres prestations de services en bénéfices non commerciaux ou si vous êtes en profession libérale non réglementée, eh bien là, vous serez à 12,30%. Et puis, si vous êtes en profession libérale, alors il y en a beaucoup qui ont demandé qu'est-ce que c'était la CIPAV. La CIPAV, comme l'a expliqué Alban tout à l'heure, c'est une vingtaine d'activités qui sont rattachées à une caisse de retraite particulière. Alors, les archis, les moniteurs de ski, c'est un peu la saison, les guides conférenciers, les psychologues, psychothérapeutes, diététiciens, etc. Voilà, il y en a une vingtaine environ. Eh bien, vous relevez de cette caisse de retraite et là, votre taux de cotisation sera de 13,90%. Auquel on rajoutera toujours la formation professionnelle qui sera en fonction de votre activité, de 0,10, 0,20 ou 0,30% de votre chiffre d'affaires encaissé. Et si vous avez opté pour le versement libératoire, on rajoutera également les 1, 1,7 ou 2,2% au calcul des cotisations et de l'impôt sur le revenu que vous devrez payer à ce moment-là. Ça, c'est pendant la période de l'ACRE. Une fois que l'ACRE est terminée, eh bien, vous allez arriver sur des taux, on va dire généraux, sur le taux plein, qui va être de 12,30% quand vous êtes dans la vente, qui sera de 21,20 pour les prestations de services en BIC, qui sera de 24,60 pour les prestations de services ou les activités libérales non réglementées en BNC, et de 23,20 pour celles qui relèvent de la CIPAV, auquel là encore, on rajoutera toujours la contribution à la formation professionnelle, éventuellement la taxe pour les chambres de commerce ou de métier, si vous la devez, si votre chiffre d'affaires a été au-delà des 5 000 € et éventuellement aussi le versement libératoire si vous avez pris cette option. En ce qui concerne les modalités de déclaration, eh bien, vous ferez vos déclarations en ligne sur le site autoentrepreneur.saf.fr ou sur l'application mobile. Il faut savoir que donc vous pouvez le faire mensuellement ou trimestriellement. On a dit que pour ceux qui sont inscrits à France Travail, il est impératif de choisir le mensuel. Une des règles de base, c'est que la déclaration est obligatoire, quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Donc, si, c'est déjà des questions qui ont été posées, si le chiffre d'affaires est de 0 pour une période mensuelle ou trimestrielle, vous devez impérativement faire une déclaration à 0. Tous les mois ou tous les trimestres, nous devons recevoir une déclaration. En début d'activité, vous allez avoir une période d'au moins 90 jours avant la première déclaration. Donc, vous allez quand même avoir du temps. Exemple, bon, là, on avait pris en octobre, déclaration les 4 premiers mois, février, puis chaque mois. Mais si on démarre en février, mars, avril, mai, eh bien, c'est en juin qu'il faudra avoir régularisé l'intégralité de vos déclarations si vous êtes en mensuel. Puis ensuite, en rythme de croisière, eh bien là, on déclare toujours le mois suivant. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le mois se termine, bien évidemment. Et donc, juin, vous le déclarez en juillet en août, et ainsi de suite. Donc, inscrire à France Travail, donc déclaration mensuelle, ça, on l'a dit. Et puis, possibilité d'anticiper les déclarations, puisque j'ai dit qu'effectivement, il y a une période de 90 jours pour vous permettre
bien éventuellement de faire un peu de trésorerie, mais vous pourrez, dès la réception de l'attestation d'affiliation de l'URSSAF, qui va prendre entre 4 et 6 semaines par rapport à votre formalité sur le guichet unique, eh bien, dès que vous allez recevoir cette attestation d'affiliation, vous pourrez créer votre espace en ligne sur autoentrepreneur.ursaf.fr et vous pourrez anticiper vos déclarations de chiffre d'affaires, principalement pour pouvoir aussi justifier auprès de France Travail vos revenus. Donc, les modalités de paiement, je l'ai dit, sur une seule plateforme, www.autoentrepreneur.ursaf.fr ou, même fonctionnalité, l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF qui est téléchargeable sur Apple Store ou Play Store. Quand vous allez faire votre déclaration de chiffre d'affaires, le montant va être automatiquement calculé par le système, que ce soit pour les cotisations, pour le versement libératoire de l'impôt, si vous avez opté, ou pour la contribution à la formation professionnelle. Et vous pourrez payer en télépaiement, en carte bancaire ou en virement sur l'application ou sur l'application mobile. Pardon, j'étais en train de répondre à une question. Alors, pour l'assurance maladie, au niveau de vos prestations, on a vu tout à l'heure que c'était l'assurance maladie qui allait prendre donc le relais, même pour ceux qui sont à d'autres régimes aujourd'hui. Si vous les avez quittés, vous allez basculer donc vers l'assurance maladie, vers la caisse primaire d'assurance maladie. Et là, donc, vous allez pouvoir bénéficier de prestations. Certaines sont exactement les mêmes, quel que soit votre statut. Quand vous étiez salarié ou quand vous allez devenir indépendant, ce sera la même chose. C'est notamment le cas pour les prestations en nature, c'est-à-dire les remboursements quand vous allez chez le médecin, si vous achetez des médicaments avec une ordonnance, si vous êtes obligé d'être hospitalisé, si vous faites soigner les dents, etc., etc. La base sécu de votre de remboursement sera exactement la même. Et ce qui viendra compléter cette base sécu de remboursement, ce sera la complémentaire santé, la mutuelle, les soins de santé, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Donc, cette mutuelle, soit vous l'avez déjà, soit vous êtes couvert par quelqu'un d'autre, soit vous êtes encore en portabilité. Donc, n'hésitez pas à appeler votre mutuelle quand vous êtes en portabilité parce que selon les cas, à partir du moment où vous créez une entreprise, elles ne sont pas toutes gérées de la même façon. Donc, faites attention à ça. Et donc, c'est bien la mutuelle qui viendra compléter cela. Et si vous avez des revenus qui sont assez faibles, vous pouvez aussi bénéficier de la complémentaire santé solidaire justement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Et puis, à côté de ça, on a les prestations en espèces, c'est-à-dire quand vous êtes malade, par exemple, quand vous êtes salarié, eh bien, vous avez des indemnités journalières maladie qui sont versées par la sécurité sociale. Et puis, très souvent, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des prévoyances qui sont obligatoires et qui viennent justement compléter le remboursement de ces indemnités journalières maladie. Et pour peu que votre employeur fasse du maintien de salaire, ben, vous ne voyez pas la différence quand vous êtes malade ou quand vous n'êtes pas malade. Quand vous êtes indépendant, on n'est plus du tout dans cette configuration-là, puisque, en fait, vous allez avoir, si vous avez gagné assez d'argent, puisque ça fait partie des prestations qui sont liées à ce que vous allez verser, eh bien, vous aurez une partie d'indemnité journalière versée par la caisse primaire. Mais si volontairement, vous n'avez pas mis en place un contrat de prévoyance en plus, eh bien, vous n'aurez rien d'autre. Donc, c'est très important de le prendre bien en compte, de savoir où vous en êtes, de savoir comment vous pouvez vivre si malheureusement vous êtes obligé de vous arrêter quelque temps de travailler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider? Est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vraiment c'est uniquement votre seul revenu? Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'être aidé dans un moment où c'est un peu plus délicat qu'à un autre moment? Sachant aussi que quand vous êtes salarié, les indemnités journalières maladie sont calculées sur les 3 derniers mois, alors que quand vous êtes indépendant, non salarié, elles seront calculées sur les 3 dernières années. En revanche, côté maternité-paternité, là, on est vraiment comme les salariés, c'est-à-dire c'est le même nombre de semaines, c'est le même simulateur pour savoir à combien vous avez droit en tant qu'indemnité journalière pour maternité ou paternité, puisque là aussi, c'est lié à ce que vous gagnez, à ce que vous payez.
Et je dirais même pour les mamans non salariées, il y a un petit plus par rapport aux salariés, puisque vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions de revenus, d'une allocation forfaitaire de revenus de repos maternel qui va se concrétiser par un montant qui correspond à 1 mois du plafond de la sécurité sociale. Donc, on est à un peu plus de 3 900 € en 2025. Donc, c'est toujours un petit plus qui peut être agréable à percevoir quand on attend un bébé. Et puis, particularité des travailleurs non salariés également, c'est la partie accident du travail, maladie professionnelle. Quand vous êtes salarié, en fait, il y a un taux qui est payé par l'employeur qui va venir couvrir ces pathologies-là ou ces accidents. Quand vous êtes indépendant, il n'y a rien de spécifique. Alors, bien sûr, on est en France, donc les soins de santé sont pris en charge. Si vous avez gagné de l'argent, on peut vous verser des indemnités journalières maladie, mais il n'y a rien de spécifique côté accident du travail, maladie professionnelle. Donc, soit vous avez pris un contrat de prévoyance qui va venir aussi compléter cette partie-là, soit vous n'avez pas de contrat de prévoyance et donc là, vous n'avez rien du tout, mais vous avez la possibilité de prendre une assurance volontaire spécifique accident du travail, maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous pouvez demander un devis et voir ce que vous pouvez prendre. Alors peut-être dès le départ, si c'est possible, bien évidemment, c'est le mieux pour vous parce que vous serez encore mieux protégé, ou un peu plus tard si vous n'avez pas la possibilité de le prendre dans un premier temps. En ce qui concerne la retraite, eh bien, on va voir que la retraite, il y a 3 niveaux. C'est une pyramide à 3 niveaux, et puis il y aura aussi l'invalidité d'essai qui est dans la partie retraite. On va dire que ce n'est pas de la retraite, mais on la traite ici. Donc pour la retraite, premier niveau, la retraite de base, qui valide les trimestres de retraite, qui permet d'ouvrir un droit. Là aussi, 2 catégories selon la nature de l'activité. Pour les auto-entrepreneurs, comme je l'ai dit en introduction, qui ne vont pas dépendre de la caisse CIPAV, donc qui vont avoir une activité commerciale, artisanale ou libérale non réglementée, et qui vont dépendre de l'assurance retraite, donc rattachée au régime général. Eh bien, comme les indépendants sont rattachés depuis 1973 au calcul général et donc alignés au régime général pour le calcul de la retraite, la formule de calcul sera la même. Donc ça, c'est contraire à beaucoup d'idées reçues, mais qui dit formule de calcul, ça va dépendre en fait du revenu qu'on va déclarer tout au long de sa carrière. Le calcul sera 50% du revenu moyen sur les 25 meilleures années. En clair, ça signifie que vous soyez auto-entrepreneur ou salarié, le principe de calcul de la retraite sera le même, à condition bien évidemment d'avoir les mêmes niveaux de revenus déclarés. Pour les activités libérales relevant de la CIPAV, en revanche, ce n'est pas un régime qui est aligné. Donc là, il faut aller sur le site de la CIPAV pour connaître les modalités de calcul. Deuxième niveau, ça va être la complémentaire obligatoire. Donc, quand on est auto-entrepreneur, comme tous les indépendants, on cotise bien évidemment à ce deuxième niveau de retraite complémentaire, à partir du moment où on déclare du chiffre d'affaires, bien évidemment. Et même chose que pour la retraite de base, on va être pas exactement aligné, mais plus ou moins aligné au régime général pour les activités qui vont dépendre de l'assurance retraite. Et en revanche, pour la CIPAV, eh bien, là, elle va gérer son régime complémentaire de manière autonome. Troisième niveau de retraite, eh bien, ce sont les retraites complémentaires facultatives. Donc là, ce n'est pas pris en compte dans vos cotisations obligatoires. Et vous avez le choix de souscrire auprès d'organismes privés des assurances de retraite complémentaires facultatives, des plans épargne retraite. Et puis enfin, l'invalidité d'essai dont j'ai parlé, donc je reviens un petit peu dans le tableau, il y a la possibilité de toucher une pension d'invalidité en cas de... Alors, calculée sur la base du revenu moyen sur les 10 meilleures, pas les 10 dernières, les 10 meilleures années d'activité. Et puis aussi, il y a le capital d'essai. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur le général pour la retraite. Vous avez sur le site mon-entreprise.ursaf.fr tous les simulateurs de calcul pour les cotisations, mais aussi pour les droits générés par rapport à un revenu déclaré. Et donc, dans le simulateur pour les auto-entrepreneurs, que je vais d'ailleurs vous mettre dans le chat, eh bien, vous allez pouvoir connaître le montant de vos cotisations, mais aussi connaître le montant de vos droits et donc le montant des droits retraite sur la base de vos chiffres d'affaires déclarés. Là, on a mis un exemple pour les activités qui dépendent de la CIPAV. Eh bien, il va falloir atteindre un certain montant de chiffre d'affaires annuel sur l'année civile, cumul de l'année civile, pour valider 1, 2, 3 ou évidemment 4 trimestres. Idéalement, c'est arriver au seuil de chiffre d'affaires pour valider les 4 trimestres dans l'année.
Alors, en ce qui concerne la CAF, c'est exactement la même chose que quand vous êtes salarié. C'est-à-dire que le montant va être versé en fonction de votre situation familiale, des revenus, bien sûr, et du nombre des enfants. Pour la formation professionnelle, comme on disait, on a des fonds de formation spécifiques quand on est travailleur non salarié. Pour autant, on garde quand même son compte personnel de formation si on en a un. Simplement parce que vous pouvez encore avoir des formations qui sont référencées dans ce compte personnel de formation et donc vous servir de ce que vous avez sur ce compte-là. Mais vous avez des formations qui ne sont pas référencées par le compte CPF et qui peuvent être prises en charge pour partie, en tout cas, par ces fonds de formation spécifiques, puisque la grosse différence, c'est que d'un côté, le CPF, ça peut se cumuler jusqu'à un certain montant, c'est-à-dire 5 000 € maximum, soit 10 ans de versement de 500 €. Mais côté travailleurs non salariés, tous les organismes, que ce soit le FIFPL, l'AGFIS ou le FAFCEA, peuvent vous verser des aides financières tous les ans, mais qui ne se cumulent pas. C'est-à-dire que si vous n'en bénéficiez pas, si vous ne vous en servez pas pendant une année, eh bien, c'est perdu. Et puis, pour le chômage, c'est comme n'importe quel créateur d'entreprise, on ne cotise plus de manière obligatoire à l'assurance chômage. Donc, on ne s'ouvre plus de nouveaux droits. On garde bien sûr tous les droits qu'on a acquis auparavant, mais on n'a plus de droits ouverts via France Travail. En ce qui concerne la sortie du dispositif, eh bien, on va avoir 2 cas de figure principaux. Premièrement, ça va être dans le cas du développement de l'entreprise. Et là, on a 2 options aussi, soit la bascule volontaire au régime réel d'imposition. D'ailleurs, dans le chat, on nous a posé plusieurs fois la question, la différence entre une entreprise individuelle ou un auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur est une entreprise individuelle, mais au régime micro. Mais on peut vouloir passer au régime réel d'imposition sans même dépasser les plafonds de chiffre d'affaires. Alors, principalement pour des raisons de déduction de charges. Si on passe au régime réel, eh bien, on va pouvoir, dans sa comptabilité réelle, déduire l'intégralité des charges et des dépenses. Le deuxième cas de figure sera le dépassement des seuils de chiffre d'affaires, puisque le régime micro est limité en chiffre d'affaires selon la nature de l'activité. Et si vous faites un dépassement 2 années consécutives, eh bien là, automatiquement, vous serez informé du changement de régime fiscal et vous basculerez au régime réel, toujours en entreprise individuelle. Pas besoin de créer une société, comme ça a été aussi posé souvent dans le chat, mais vous serez toujours en entreprise individuelle au régime réel d'imposition. Et puis, à l'inverse, s'il n'y a pas ou peu d'activité, absence de chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires à zéro pendant 24 mois consécutifs, 8 trimestres civils ou 2 ans, eh bien là, l'auto-entrepreneur sera prévenu par courrier le mois ou le trimestre précédent qu'il va avoir une radiation d'office de son compte auto-entrepreneur. Alors, ça ne vous empêchera pas des mois ou des années plus tard de recréer une auto-entreprise, mais simplement, si pendant 2 ans, il ne rentre pas 1 euro dans l'entreprise, on va considérer que l'entreprise ne fonctionne pas, et c'est pour ça qu'on va appliquer cette radiation. Et enfin, le dernier point, c'est tout simplement la cessation volontaire d'activité. Si vous voulez cesser votre activité, quelle que soit la raison, eh bien, il faut retourner sur le guichet unique qui est géré par l'INPI pour effectuer votre déclaration de cessation d'activité qui sera transmise par le guichet unique à tous les organismes, l'INSEE, l'URSSAF, les impôts, la caisse retraite, la caisse maladie. Alors, nous avons mis en place un certain nombre de services en ligne pour que vous soyez le plus autonome possible. Donc, toutes vos déclarations, vos consultations, vos paiements, vos échanges avec nous, vous pourrez le faire depuis le site autoentrepreneur.ursaf.fr et on insiste bien, hein, c'est vraiment le site où il y a dans l'URL URSSAF, faites attention à tous les autres sites, ou l'appli mobile auto-entrepreneur URSSAF qui est disponible sur Play Store ou l'App Store. Donc, à partir de là, vous allez retrouver, je dirais, un peu comme un compte bancaire, mais adapté pour nous. Donc, vous allez retrouver votre calendrier de déclaration, vos historiques de déclaration. Vous allez pouvoir effectuer vos déclarations, vos paiements. Vous allez pouvoir également échanger avec nous si vous avez des questions à nous poser. Si vraiment un jour vous avez des difficultés de paiement, alors déjà, il faudra vraiment le dire dès que vous avez ces difficultés pour qu'on puisse trouver des solutions et vous pourrez aussi demander des délais de paiement ponctuellement. Alors, ce n'est pas une règle de gestion, on est bien d'accord, hein, parce que
le reste continue à arriver. Donc, il faudra faire attention à ça, mais c'est une possibilité pour passer un moment un peu délicat. Et puis, vous allez surtout pouvoir télécharger des attestations. Alors, ça peut être l'attestation fiscale, l'attestation pour la contribution à la formation professionnelle, mais il y en a une qui va vous être très souvent demandée, c'est l'attestation de vigilance. Cette attestation de vigilance, en fait, elle prouve que vous êtes bien à jour de vos cotisations. Et ça, vous allez avoir vos fournisseurs qui vont vous le demander si vous avez des contrats en co-traitance ou en sous-traitance, si vous répondez à des appels à projets, à des marchés publics. Dans certaines activités, vous avez vos clients qui peuvent vous le demander pour être sûr, parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils ont affaire à une entreprise qui est vraiment dans la réglementation. Donc, vous êtes complètement autonome pour aller le chercher. On vous a mis à disposition un diaporama aussi avec sur les services en ligne pour que vous regardiez un petit peu à quoi ça ressemble avant même d'y avoir accès. Donc, ce sera très simple, même devant un client, de pouvoir y aller si vous êtes à jour, bien sûr, et récupérer une attestation pour pouvoir lui transmettre. Alors, au niveau de l'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, où on disait on est là aussi pour vous accompagner au moment de la création de votre entreprise. On a notamment une offre pour les auto-entrepreneurs qui s'appelle « Mes premiers mois avec l'URSSAF » où pendant 9 mois, on vous propose à travers des newsletters tous les mois qui vous donnent des conseils, que ce soit côté URSSAF, mais que ce soit aussi avec les organismes proches de nous côté sécurité sociale, donc l'assurance maladie, l'assurance retraite, la caisse d'allocation familiale. Donc, vous allez avoir... L'idée est de vraiment vous inscrire et de vous abonner en fait dès que vous avez reçu votre numéro SIRET, puisque comme ça, c'est vraiment séquencé par rapport à votre début d'activité et vous pouvez même encore intervenir sur certaines options que vous auriez choisies un petit peu par hasard quelquefois, si vous n'avez pas été assez accompagné. Et donc, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir au moins pendant les 3 premiers mois. En tout cas, ça vous donnera des informations. On vous invitera aussi à des webinaires, là aussi, soit l'URSSAF tout seul, soit avec ses partenaires directs, pour vous donner plus d'informations, notamment sur, par exemple, les indemnités côté maternité-paternité. Et puis, on vous proposera également un rendez-vous avec une personne pendant environ 45 minutes si vous avez encore des questions à poser. Alors, ces 9 premiers mois, ils sont vraiment liés à votre création. Comme je le disais tout à l'heure, là aussi, par la suite, on pourra toujours se rencontrer, on pourra toujours vous donner des conseils, mais on ne sera plus dans cette phase vraiment de début d'activité. Par rapport, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a demandé si aujourd'hui on parlerait des SASU ou pas. Alors non, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment consacré aux auto-entrepreneurs. Pour autant, vous avez des aides aussi dans ces cas-là. On a aussi des webinaires ou sur notre chaîne YouTube des conférences sur la création d'entreprises des autres statuts, que ce soit l'entreprise individuelle au réel, le URL ou la SARL ou la SAS et la SASU. Donc, n'hésitez pas à aller les voir également. On pourra d'ailleurs vous accompagner aussi si vous avez besoin dans un premier temps d'avoir des salariés avec la première embauche, ou vous proposer des offres de services qui pourront vous aider pour simplifier justement l'embauche, soit la vôtre si vous êtes assimilé salarié de votre entreprise, soit de vos salariés si vous avez besoin de salariés tout de suite. Et puis, on a aussi des accueils communs dans les URSSAF avec, là, à vous de voir en fonction de votre région, quels sont les jours où votre URSSAF vous reçoit sans rendez-vous. Il y a forcément une demi-journée ou une journée, mais on peut prendre aussi des rendez-vous en dehors de ça pour avoir un rendez-vous en visio ou par téléphone. Et puis, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure en disant on vous accompagne aussi quand il y a une difficulté. Une entreprise, c'est comme dans la vie, hein. Il y a des hauts, des bas, des moments de stagnation, de doute, etc. Si on a une difficulté, quelle qu'elle soit, qui vous empêche de payer correctement vos cotisations ou d'avancer dans votre développement, eh bien, d'abord, ne faites pas l'autruche, surtout parce que ça, c'est le meilleur moyen que ça ne s'arrange pas. Mais au contraire, contactez-nous pour voir si nous, on peut vous aider ou peut-être avec nos partenaires directs. En tout cas, ne restez pas tout seul, là non plus. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'ADI avec qui on est partenaire et qui connaît bien tout ce qu'on met en place dans ces cas-là. Donc, n'hésitez pas à bien prendre en compte que
C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est pas une honte d'avoir une difficulté dans son entreprise. C'est juste qu'il faut en parler. Et là non plus, un peu comme pour la création, ne pas rester tout seul. Alors justement, en prolongement des entreprises en difficulté, parce que ça peut un jour, évidemment, vous ne le souhaitez pas, mais ça peut un jour vous arriver, il faut savoir qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'assurance maladie, d'une part, par l'assurance retraite, par la CIPAV, et puis vous avez la possibilité, alors Agnès l'a dit, hein, la règle numéro 1, c'est de ne pas faire l'autruche si vous avez une difficulté, c'est de prendre contact avec l'URSSAF si c'est une difficulté qui concerne vos cotisations. On pourra prendre des mesures comme des délais de paiement, pour les soins qui sont réels, puisque là, ce n'est pas les auto-entrepreneurs, mais on l'a évoqué, estimer vos revenus pour revoir le montant de vos cotisations, mais des délais de paiement. Et puis, si jamais vous êtes en très grande difficulté, vous avez la possibilité de monter un dossier d'action sociale. Alors là, c'est vraiment du cas par cas, où on va étudier votre situation et on pourra vous apporter une aide, comme principalement une prise en charge de cotisation ou d'une dette si vous n'avez pas réussi à payer vos cotisations. Donc, il faut juste savoir que ça existe. Et on l'a dit, vous manifestez en cas de difficulté auprès de nos services. Alors, si certains d'entre vous souhaitent ou, de par leur activité, sont amenés à aller travailler ponctuellement ou de manière un peu plus longue à l'étranger, alors il y a deux cas. Ceux qui sont frontaliers, je dirais, qui ont peut-être l'habitude plutôt de faire 2 jours d'un côté, 2 jours de l'autre, eh bien, dans ce cas-là, vous aurez des possibilités pour avoir, ça s'appelle de la pluriactivité. Si vous allez en revanche plusieurs jours, plusieurs semaines dans un autre pays, il faudra voir comment votre protection sociale va vous suivre en fait. Pourquoi ? Simplement parce que en fonction des pays, eh bien, nous avons des accords bilatéraux qui sont différents. Alors bien sûr, il y a certains pays, notamment la zone euro et quelques pays autour avec lesquels on a des accords un peu particuliers. Mais malheureusement, il existe encore aujourd'hui des pays avec qui il n'y a aucun accord bilatéral. En tout cas, il faut le savoir pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place si vous allez travailler à l'étranger et s'il vous arrive quelque chose. Donc, on a un service de mobilité internationale. D'ailleurs, sur votre espace en ligne, vous le verrez, vous aurez une rubrique qui s'appelle « Je pars travailler à l'étranger ». N'hésitez pas à contacter ce service pour savoir quelles seront les meilleures conditions pour partir, tout au moins pour la partie sécurité sociale. Et puis, simplement, faites attention parce qu'avec certains pays, il y a des dérogations à demander. Les pays ne sont pas obligés de vous répondre et de nous répondre en 24 heures. Donc, prenez le temps, anticipez aussi cette partie-là. De toute façon, quand vous devenez indépendant, vous avez plusieurs métiers. Hein. Vous avez votre métier technique et vous avez votre métier de chef d'entreprise. Et l'anticipation, ça fait vraiment partie du métier de chef d'entreprise parmi tant d'autres activités que vous devrez faire. Donc, faites bien attention. Prévoyez toujours tout ça parce que ce n'est pas une fois qu'on est à l'étranger et qu'il arrive quelque chose qu'on peut faire ça en 2 minutes pour avoir quelque chose d'assez fluide, on va dire, en tout cas le plus fluide possible. Alors, au niveau des contacts, vous allez pouvoir, sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, et j'ai envoyé dans le chat plusieurs fois les liens, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous, soit par téléphone, soit par visio, soit en présentiel. Alors, on m'a aussi posé la question, certains sites ne prennent pas en présentiel, tout simplement parce que les rendez-vous sont peut-être déjà pris, alors il faut choisir un autre site. Vous avez aussi, bien évidemment, la messagerie, donc ça va être quand même le vecteur de contact principal, puisqu'on va répondre sous 48 heures au message de la messagerie. Et puis, après, la plateforme téléphonique, le 3698, mais réservez cette plateforme vraiment pour des questions très générales, parce que si c'est une question sur votre compte, il vaut mieux passer par soit la messagerie, soit la prise de rendez-vous. Puis enfin, notre présence sur les réseaux sociaux, sur les pages Instagram, X, TikTok, et puis sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver énormément de vidéos, des tutos, des vidéos courtes, mais aussi des conférences qui correspondent un petit peu à ce qu'on vient de vous présenter. Donc, vous pourrez retrouver ces présentations, rechercher aussi des thématiques avec la loupe sur des mots-clés,
comme l'ACRE par exemple, et voir les vidéos qu'on a produites sur des sujets précis. Et puis enfin, les liens utiles, alors on en a mis un certain nombre dans le chat, mais bien sûr, le site ursaf.fr, ça c'est généraliste pour les auto-entrepreneurs, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Le site mon-entreprise.ursaf.fr où vous retrouvez tous les simulateurs. Voilà, je ne vais pas tous les énumérer, mais on a aussi Service Public qui permet d'avoir une information légale et réglementaire sur pratiquement tous les sujets. Parfait. Un grand merci Alban, Agnès pour cette présentation complète et riche. Avant peut-être de revenir sur quelques questions qui sont revenues de façon un peu récurrente et qui peut-être nécessitent peut-être d'y revenir pour être sûr d'avoir répondu au maximum des questions. On a fait notre maximum dans le cadre du chat. Il y a énormément de questions. J'espère qu'on a pu y répondre. Et encore une fois, il y en a 2-3 qui sont vraiment importantes. Pour ce qui est de l'ADI, si vous voulez nous joindre et nous contacter, j'ai déjà mis les informations aussi dans le chat, mais vous avez la possibilité donc, de nous trouver dans notre réseau d'agences. Je le disais en introduction, près de 200 agences, près de 500, je crois, permanences. Tout est sur notre site avec l'ensemble des adresses. Vous avez la possibilité de nous joindre au téléphone pour avoir un entretien avec un conseiller, prendre des informations et, si besoin, prendre rendez-vous directement avec un conseiller dans une agence en nous appelant 09 69 32 81 10 ou 0969 328 110, c'est marqué juste là, c'est plus facile. Et on a aussi la possibilité donc, de prendre directement un rendez-vous en ligne sur la base donc, de ce lien-là, ma demande de financement pour pouvoir directement arriver sur les agendas des conseillers le plus proche de chez vous. Et donc, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est peut-être important quand même, en 2 mots, les services que l'ADI vous propose sur le plan de l'accès au crédit. Il s'agit en fait de financements qui sont plafonnés à 12 000 euros en métropole et 15 000 euros en outre-mer. Associé à ces financements, l'ADI propose, je le disais, donc formation, conseil et accompagnement. Et on a également développé avec un certain nombre de partenaires une gamme de services d'assurance. Je vois qu'il y avait des questions tout à l'heure sur la responsabilité civile, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce que l'est pas. On a la possibilité de vous apporter des réponses sur ces sujets. Et puis toute une gamme de services bon plan pour aider au quotidien dans la gestion de votre micro-entreprise. Alors, moi, j'avais noté, Alban, Agnès, plusieurs questions pour des personnes, en fait, qui, je pense, aujourd'hui sont salariées et qui se projettent comme potentiellement entrepreneurs en complément pour savoir ce qui était nécessaire, obligatoire, alors d'une part en termes d'immatriculation, mais surtout, je crois, en termes de déclaration et de paiement de charges sociales quand on est par ailleurs salarié. Peut-être revenir là-dessus. Ok. Alors, si vous êtes déjà salarié et que vous voulez créer une entreprise tout en restant salarié, en tout cas pendant une période donnée, c'est de la polyactivité et vous pouvez parfaitement le faire. Il faut quand même être vigilant vis-à-vis de votre employeur, qu'il n'y ait pas de concurrence entre l'activité de votre employeur et donc que vous exercez en tant que salarié et votre activité d'indépendant. La déclaration, les formalités seront les mêmes auprès du guichet unique et vous serez inscrit en tant qu'indépendant auto-entrepreneur auprès d'URSSAF. Vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires exactement comme quelqu'un qui n'aurait que cette activité. Il n'y a pas de cotisation en double, c'est qu'on va cotiser sur 2 revenus différents. Sur votre salaire, votre employeur paye les cotisations patronales et salariales et en tant qu'auto-entrepreneur, comme vous êtes vous-même votre propre employeur, vous allez payer vos cotisations sur votre chiffre d'affaires. En revanche, il y aura donc un cumul pour les droits en cas d'arrêt maladie pour les indemnités journalières et en cas de retraite de base et de complémentaire, ce seront les revenus des 2 activités qui seront prises en compte. Parfait. Merci Alban. Ouais, pardon Agnès, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, c'était pas pour compléter ce qu'a dit Alban, ça allait très bien. J'avais aussi 2-3 questions sur lesquelles je voudrais revenir, notamment par rapport aux artistes auteurs. Alors, c'est noté ça notre aussi, statut
complètement différents avec des calculs de cotisation qui sont pas du tout les mêmes. On a bien évidemment sur notre site ursaf.fr une rubrique spécifique pour les artistes-auteurs. Vous pouvez tout à fait cumuler une activité artiste-auteur d'un côté et une activité qui ne relèverait pas des artistes-auteurs en tant qu'auto-entrepreneur. Pour autant, vous pouvez avoir des informations aussi si vous souhaitez nous contacter au 0806 804 208 puisque nous avons une URSSAF dans le Limousin qui gère uniquement les artistes-auteurs et qui peuvent vous répondre par rapport à toutes vos questions. Voilà, on ne peut pas tout mélanger en 1 heure parce que c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Les cotisations ne sont pas les mêmes taux, pas la même façon de déclarer, etc. Et si on vous donne toutes les infos en même temps, vous allez ressortir et vous allez tout mélanger. Donc, c'est vraiment une volonté qu'on a eue avec l'ADI d'orienter vraiment sur l'auto-entrepreneur. Mais sachez que effectivement, vous pouvez déjà nous appeler par rapport à ça et regarder ce qui est indiqué sur notre site. Une autre question sur l'ACRE. Alors, bien évidemment, les autres statuts, vous avez droit à l'ACRE. Encore une fois, je ne parle pas de ceux qui sont dans les départements ultramarins qui n'y ont pas droit parce qu'ils ont d'autres aides particulières dans tous les cas. Donc, là, simplement, c'est pas du tout le même principe. C'est une partie des cotisations qui sont exonérées en fonction du revenu que vous avez. Vous n'avez pas de formulaire à compléter. C'est automatique, donc il faut simplement ne pas l'avoir eu pendant les 3 ans précédents et si vous êtes en société, avoir le contrôle effectif de votre entreprise. Mais on n'est pas dans le même cas et c'est 1 an de date à date. On n'est pas non plus tout à fait sur le même délai. Mais ça existe bien évidemment également. Il y a eu une question sur les coopératives. Alors, comme pour les couveuses, en fait, les coopératives, vous êtes entrepreneur salarié de la coopérative avec des contrats qui s'appellent des contrats CAP. Et quand vous êtes en couveuse, vous avez aussi un contrat CAP qui est géré un peu d'une façon différente. Mais là, en fait, l'idée, c'est que dans ces 2 cas-là, vous ne créez pas votre entreprise. Vous allez facturer sous le SIRET de la coopérative ou de la couveuse. Donc là aussi, c'est un autre choix. Vous pouvez commencer comme ça et après basculer en créant une auto-entreprise ou une autre entreprise ou une société. C'est vraiment votre choix. Donc là aussi, bien vous renseigner avant de commencer. Peut-être une question sur les frais de déplacement parce que c'est toujours quelque chose qui est demandé, redemandé. Alors, en auto-entrepreneur, on déduit rien. Ça veut dire que même si votre client va vous payer des frais de déplacement, va vous payer un billet de train, va vous payer quelque chose, s'il est OK pour le prendre en charge, il n'y a aucun souci, vous pouvez lui facturer, mais comme ça viendra dans votre facture, même si ça a une appellation déplacement, vous allez encaisser l'argent et vous paierez des cotisations sur la totalité du chiffre d'affaires encaissé. On ne les déduit pas. Et peut-être 2 dernières, quand on a 2 activités, on l'a dit un petit peu au début, mais quand vous avez une activité de vente et une activité de prestation de services d'activité libérale, je l'ai dit, vous avez 188 700 € globalement à ne pas dépasser, dont 77 700 €, donc il reste à peu près 101 000 pour la vente de prestations de services ou d'activités libérales. Et bien évidemment, quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, vous, au lieu de déclarer sur une seule ligne, vous déclarerez la partie sur la vente sur la ligne des ventes et la partie sur la prestation ou les activités libérales sur une autre ligne pour qu'on puisse vous appliquer les taux qui sont adaptés à votre activité. En sachant que quand vous allez déclarer votre activité, il faudra bien en mettre une en premier et vous aurez un seul code NAF. Il n'y aura pas plusieurs codes NAF. Il y aura une première activité, une deuxième, éventuellement une troisième. Mais en tout cas, le code NAF sera rattaché à la première activité que vous allez déclarer. Et d'ailleurs, Agnès, ça fait écho à un certain nombre de questions qui étaient dans le chat pour des personnes qui pouvaient donc avoir une activité mixte relevant soit du BIC, soit du BNC, pour savoir quel était le taux appliqué. Alors, peut-être bien de préciser ça aussi.
Oui, bah les taux, vous avez des diapositives vraiment sur les taux. Donc, quand si on parle du taux plein, une fois que l'ACRE est passé, quand on est dans la vente, c'est 12,3%. Quand on est en prestation de services, en bénéfices industriels et commerciaux, on est à 21,20. Quand on est en prestation de services ou profession libérale non réglementée, en BNC, on est à 24,60. Et quand on a une activité qui relève de la CIPAV, on est à 23,20. D'accord. Très bien. Vous pouvez vraiment le retrouver. Il y en a qui ont demandé s'il y avait des webinaires, etc. Quand vous allez sur notre page d'accueil du site auto-entrepreneur.ursaf.fr, que vous descendez un petit peu, vous avez les webinaires qu'on a enregistrés avec Alban. Vous avez aussi une petite vidéo d'une dizaine de minutes sur les 10 étapes à pas oublier quand on va créer son auto-entreprise. Vous avez toutes nos vidéos rattachées à notre chaîne YouTube qui sont en page d'accueil du site, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Parfait. Bon, Agnès, Alban, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de questions. Je crois qu'on a fait au maximum pour essayer de répondre aux questions qui étaient posées de façon plus individuelle. On n'a sans doute pas pu répondre à tout, mais on vous a mis beaucoup de ressources donc, dans le fil de discussion avec des liens, soit sur le site de l'ADI, soit le site de l'URSSAF, ou même des liens plus spécifiques pour des questions qui l'étaient également. J'espère que cette webconférence vous aura été utile. Il y a déjà eu quelques retours spontanés de certains participants qui étaient plutôt positifs, donc ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne continuation dans vos projets, bonne chance. N'hésitez pas donc à nous solliciter, URSSAF ou ADI. Et puis une fois que votre entreprise sera créée, sachez qu'on est aussi, comme le disait Agnès, partenaire, et qu'on essaie ensemble de faire en sorte que votre quotidien d'entrepreneur soit le plus simple, facile, et que vous soyez le plus possible en situation de réussite et de succès. Voilà. Donc, bonne continuation et au plaisir de vous rencontrer dans nos bureaux et agences respectives. Et Alban, Agnès, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Bonne journée.